Tais-toi. Ces mots bruts, inattendus, frappèrent Sophie Laroche comme un coup de masse. Elle resta figée dans l'embrasure de la porte, le son réverbérant dans les entrailles rouillées de l'atelier. 30 secondes. 30 secondes d'une rencontre impensable, et cet homme, ce mécanicien aux mains salies par le cambouis, avait osé. Qui, depuis 15 ans, avait eu l'audace de lui parler ainsi? Ni son conseil d'administration, ni ses armées d'avocats, ni les concurrents qu'elle avait impitoyablement écrasés lors de fusions hostiles. Personne. Mais Julien Dubois, père célibataire à la dérive financière, sa petite Marie, 8 ans, sans doute déjà aux aguets à l'étage, n'avait pas scellé. Son regard, brûlant de fatigue et d'une détermination farouche, la transperçait. Une petite voix en elle, à la fois indignée et étrangement intriguée, murmurait que ce qui allait suivre était soit une catastrophe sans précédent, soit le début d'une histoire qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Elle le regardait, ébahie. Qui était cet homme? C'était ce matin-là, ou peut-être la veille. Les jours se confondaient, teints d'une nuance de gris similaire, celle de l'épuisement. Mon énième Maserati Quattroporte, couleur nacre irisée, un hommage silencieux à un rêve paternel, avait rugi, tel un fauve blessé, dans la zone artisanale de Saint-Ouen. Le son inconfondible de son V8 B-Turbo résonnait dans l'air, une mélodie à la fois puissante et douloureuse pour mes oreilles. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, une infime hésitation dans le rythme du moteur, une imperfection que seule une oreille entraînée ou un esprit rendu paranoïaque par des mois de frustration pouvait déceler. Pour la plupart, elle semblait parfaite, une œuvre d'art italienne glissant sur l'asphalte. Mais pas pour moi. Je connaissais le chant de ma voiture, et ce matin-là, c'était une lamentation sourde. Ce jour-là, l'air charriait les effluves habituels de cambouis, d'essence et d'échappement, mêlés à une touche printanière inattendue pour un septembre parisien. Mais la tension était palpable. Les bruits de la ville, le vacarme des klaxons et le murmure des conversations se taisaient sur mon passage. Partout où je passais, les portes des ateliers se fermaient, les enseignes lumineuses basculaient sur fermé. C'était devenu un rituel, un ballet absurde de la fuite. Le souvenir des visages blêmes, des mécaniciens qui s'éclipsaient derrière leurs portes verrouillées, me revint. 50 ateliers dans ce quartier, 50 mécaniciens qui, à leurs dépens, avaient appris qu'aborder Sophie Laroche, c'était affronter une catastrophe naturelle en talons loup-boutin. L'un avait osé me faire attendre 20 minutes. J'avais menacé de le poursuivre pour détresse émotionnelle. C'était stupide, je le savais. Mais la colère me consumait, me rendant impitoyable. J'étais devenu une caricature d'elle-même, un monstre créé par des années de déception. Je cherchais Pierre Dubois. Le nom circulait comme une légende urbaine. Le seul mécanicien compétent de cette ville. Mon dernier espoir, après avoir dépensé une fortune, près de 400 000 €, est-ce que vous réalisez? À la course effrénée des diagnostics erronés et des pièces inutiles. Le concessionnaire officiel Maserati m'avait accusé de conduite trop agressive. Les spécialistes de l'importation européenne avaient suggéré que j'imaginais peut-être le problème. Certains, et c'est le pire, m'avaient dit d'envoyer un homme pour gérer ses affaires de voiture. Mon entreprise valait des milliards, construite de mes propres mains, et ces types me traitaient comme une femme au foyer hystérique qui ne comprenait rien au moteur. La rage s'était incrustée, devenant mon mode par défaut. J'étais exaspéré, fatigué de me battre. Et puis j'étais arrivé devant cet atelier, les classiques de Pierre Dubois. Une façade défraîchie, un signe à peine lisible, une impression générale d'abandon. J'étais sorti de ma voiture, mes talons claquant sur le trottoir comme des coupes de feu. Ma voix, déjà affûtée, avait résonné dans le silence du quartier déserté. C'est censé être un atelier mécanique ici? J'avais dit ça, je crois, le ton acerbe, comme d'habitude, parce que ça ressemble plutôt à un entrepôt avec une enseigne. C'est là qu'il était apparu,
Julien Dubois. Je ne savais pas alors qui il était, ni le chaos qu'il traversait. Je ne pouvais pas savoir qu'à cet instant même, alors que le grondement de ma Maserati brisait le silence de son atelier, il se noyait dans une pile de factures menaçantes. 8 mois déjà depuis le décès de son père, Pierre. 8 mois à tenter de maintenir à flot un héritage qui coulait à pic. Ma petite Marie lui demandait s'il était triste, lui rappelant la même expression sur le visage de son grand-père. La mention de son père, une blessure encore à vif pour Julien, mais aussi le moteur de sa détermination. Tout tournait autour de cette petite fille qui croyait en lui, même quand lui-même n'y arrivait plus. Lui, Julien, n'avait pas vu le balai des ateliers se refermer sur mon passage. Il était plongé dans sa propre tragédie. « Bonjour, madame, je suis Julien Dubois. Comment puis-je vous aider? » Sa voix était calme, posée, ce qui, étrangement, me contrariait encore plus. Pourquoi n'était-il pas effrayé comme les autres? « Vous pouvez commencer par me dire où est Pierre Dubois. On m'a dit qu'il était le seul mécanicien compétent de toute cette misérable ville. » Mes mots étaient volontairement cruels. Je testais, je provoquais. C'était ma façon de me protéger. Pierre était mon père, avait-il répondu, et j'avais perçu un frémissement à peine audible dans sa voix. Il est décédé il y a 8 mois. Je dirige l'atelier maintenant. Je l'avais toisé, de la tête aux pieds, une trentaine d'années, des mains qui, certes, sentaient le cambouis, mais pas les décennies de travail acharné de son père. Trop jeune, bien trop jeune. Le verdict était sans appel sur mon visage, je le savais. Votre père, bien sûr, j'avais ri, mais mon rire était vide d'humour, empreint d'une amère déception. Alors, le légendaire Pierre Dubois est mort, et son remplaçant est un gamin qui appelle probablement encore sa mère quand il ne sait pas se changer un pneu. C'était injuste, évidemment. J'étais épuisé, à cran. La colère, l'impuissance face à ma voiture insaisissable se transformaient en agression gratuite. Je le savais au fond de moi, mais je ne pouvais m'arrêter. « J'ai 34 ans, madame », avait-il rétorqué, la voix un peu plus ferme cette fois. Entièrement certifié pour les véhicules de luxe européens. J'ai été formé par mon père pendant... Je me fiche de votre formation. Je l'avais interrompu d'un revers de main. Toujours la même rengaine. La formation ne signifie rien. Ce sont les résultats qui comptent. Combien de Maserati avez-vous réparé? Des réparations complètes, pas des vidanges. Je m'étais approché, prêt à le voir flancher. Tous flanchaient. Il avait hésité, je me souviens, ce moment suspendu où la vérité était sur le point d'être révélée. Il avait semblé se rappeler un principe immuable, comme si la voix de son père lui soufflait à l'oreille. Ceci serait ma première réparation complète sur une Maserati. La franchise à l'état pur. D'abord, je l'ai trouvée ridicule, puis étrangement rafraîchissante. Une petite brèche dans mon armure. Parfait. J'avais levé les mains au ciel. Théâtral, las. Absolument parfait. J'ai déjà gaspillé 400 000 € avec 50 mécaniciens différents qui juraient savoir ce qu'ils faisaient. Pourquoi ne pas ajouter un échec de plus à la liste? Je marchais de long en large, mes talons claquant sur le béton. Il ne savait pas ce que c'était de dépenser tant, de voir des montagnes d'argent englouties par l'incompétence. Alors me voilà, mécanicien numéro 51, et vous me dites que vous n'avez jamais travaillé sur une Maserati? J'étais revenu face à lui, si proche que je pouvais distinguer la fatigue sous la colère de ses yeux. Donnez-moi une seule bonne raison de ne pas aller directement au prochain atelier et de perdre mon temps là-bas à la place. Et c'est là qu'il m'avait jeté ce défi inattendu, ces mots qui avaient fait vaciller ma rage. Je ne vous facturerai rien si je ne la répare pas. Son ton était calme, inébranlable. Quoi? Ma réaction avait été purement animale. Personne n'offrait de telles conditions. C'était insensé. Il avait respiré profondément, comme pour prendre une décision irrévocable.
J'ai senti alors la vulnérabilité derrière sa façade. J'ai besoin de ce travail. Je suis à 3 semaines de perdre cet atelier, de perdre tout ce que mon père a bâti. J'ai une fille à l'étage qui pense que je peux tout faire, et chaque jour, je suis terrifié de lui prouver qu'elle a tort. Il avait désigné la Maserati. Vous avez une voiture que personne ne peut réparer. J'ai des compétences que personne ne veut croire. Peut-être que nous pouvons nous aider mutuellement. Le vent semblait s'être tu. Les bruits de la ville s'étaient estompés. Ma rage s'était éteinte, remplacée par une sorte de reconnaissance étrange. Il était sincère, incroyablement sincère, et terriblement désespéré, comme j'avais pu l'être moi-même, jadis, en bâtissant mon empire. Vous êtes soit très courageux, soit très stupide. Avais-je dit, un léger sourire aux lèvres, un sourire authentique pour la première fois depuis des mois. Il avait répondu quelque chose comme « Mon père disait que c'était la malédiction de notre famille, la malédiction du bois. » J'ai trouvé ça charmant. Nous étions tombés d'accord, 1 semaine, pas un jour de plus. Il devait me tenir informé. Chaque soir à 18 heures, je viendrais. Pas de jargon technique, pas d'excuses, et je lui avais tendu le dossier lourd, celui qui contenait la preuve de mes 400 000 € dépensés et de mon inlassable frustration. Peut-être que vous trouverez ce qu'ils ont tous manqué, ou peut-être que vous ne serez que l'échec numéro 51. Nous verrons bien. En lui remettant les clés, mes doigts avaient frôlé les siens, une chaleur inattendue. Ne m'appelez pas, madame. Ça me fait me sentir vieille. Mon nom est Sophie. Julien, avait-il simplement répondu. Je sais que vous l'avez déjà dit. J'ai ri, un vrai rire cette fois. Puis je l'avais averti, avec mon instinct d'ancienne avocate, celui qui avait mis tant de monde à genoux. Et Julien, si vous endommagez ma voiture, je vous détruirai. J'étais avocate en entreprise avant de devenir investisseuse. J'ai mis fin à des carrières. J'ai ruiné des entreprises. Ne me mettez pas à l'épreuve. J'étais monté dans le taxi, le laissant seul avec la Maserati et la pression d'un défi insensé. Il n'était que 10 heures du matin le deuxième jour. Je n'avais pas dormi de la nuit. La routine était une chose ancrée en moi. Travail, efficacité, perfection. J'étais revenu, non par manque de confiance, mais par habitude. Ou peut-être, soyons honnêtes, par curiosité. Il avait commencé tôt, je l'avais remarqué. J'avais les bras croisés, un mur invisible entre nous. Il était sous la voiture quand je suis arrivé. Vous avez commencé tôt. Je voulais maximiser le temps. Il s'était glissé hors-dessous la voiture, son visage maculé. Je n'ai fait que nettoyer les connexions électriques. Ce n'est pas palpitant, mais c'est essentiel. Je me fiche que ce soit palpitant, avais-je rétorqué, ma voix montant légèrement, l'ancienne Sophie, celle que j'exécrais, reprenant le dessus. Je me soucie d'être informé. Est-ce comme ça que vous comptez opérer? Faire ce que vous voulez sans communiquer. Il avait inspiré profondément. J'ai vu ses épaules se tendre. La fatigue de l'insomnie et la pression de la situation se lisaient dans ses yeux. Il avait craqué, et une partie de moi, celle qui l'observait sans jugement, a compris que je l'avais poussé trop loin. « Sophie » avait-il dit, sa voix grave, plus dure. Un changement abrupt. Mon souffle s'était coupé. « Quoi » Sa réponse avait été un tonnerre dans le silence de l'atelier, des mots qui ont frappé comme des pavés dans une eau calme. « Tais-toi » Mon corps avait réagi avant mon esprit. Ma bouche s'était ouverte, s'était refermée, puis rouverte sans un son. Une sensation inconnue, une stupéfaction totale. Personne ne m'avait jamais parlé comme ça en 15 ans. Des PDG avaient bégayé des excuses sous mon regard. Des avocats avaient fondu en larmes. J'avais bâti une réputation d'être la femme qu'on ne contrariait sous aucun prétexte. Et ce mécanicien, ce père célibataire luttant pour la survie de son atelier, venait de me dire de me taire. Vous venez de...
J'avais à peine réussi à articuler. Oui, avait-il coupé, se levant complètement, son regard perçant le mien. Il se tenait là, face à moi, comme un roc. Et je vais dire autre chose. Alors s'il vous plaît, écoutez. Mon visage a traversé un spectre d'émotions, rage, choc, et puis quelque chose d'autre, une curiosité presque dangereuse. Qui était cet homme? Il avait poursuivi, les mots chargés d'une vérité brute. Je travaille sur votre voiture depuis 5 heures ce matin. Je n'ai pas bien dormi parce que je pensais au problème. J'ai préparé ma fille pour l'école. Je l'ai accompagnée à l'arrêt de bus, puis je suis revenu ici et j'ai continué à travailler. Il s'était avancé, pas menaçant, juste implacable. Je ne vous ai pas facturé un centime. J'ai pris une affaire que 50 experts n'ont pas pu résoudre. Je parie mon temps, mon atelier et l'avenir de ma fille sur ma capacité à vous aider. Et vous arrivez ici en me criant dessus parce que je ne vous ai pas appelé pour signaler que je nettoyais des connecteurs. Ma mâchoire s'était serrée, la colère montait à nouveau, une vague familière. J'ai le droit de savoir. Vous avez le droit d'être informé, avait-il répliqué, sa voix ferme, sous-tendue par un feu intérieur. Vous n'avez pas le droit de me maltraiter. Je comprends que vous soyez frustré. Je comprends que 50 mécaniciens vous aient déçus. Je comprends que vous ayez dépensé une fortune pour rien. Mais je ne suis pas 50 mécaniciens. Et je ne serai pas votre souffre-douleur. Le silence avait régné, lourd, absolu. L'atelier, d'ordinaire bruyant, semblait retenir son souffle. Si vous voulez que je travaille sur votre voiture, avait-il continué, sa voix plus calme mais toujours chargée de gravité, alors vous devez me traiter comme un professionnel, pas comme une employée que vous cherchez une excuse pour virer. Je vous tiendrai informé. Je vous expliquerai ce que je fais et pourquoi, mais je ne le ferai pas en me faisant crier dessus. Je l'avais fixé, son expression impossible à déchiffrer. Et puis, quelque chose d'inattendu s'était produit. Mes épaules s'étaient relâchées, la tension sur mon visage s'était dissipée. Je m'étais dirigé vers la vieille chaise en plastique dans un coin de l'atelier, le lieu des oubliés, et m'étais assise lourdement. Mon armure, pièce par pièce, venait de tomber. C'était la première fois depuis longtemps que je me sentais juste humaine. Vous avez raison. Les mots étaient sortis de ma bouche, lourds de vérité. Julien avait cligné des yeux, l'air incrédule. Quoi? J'ai dit, vous avez raison. Je m'étais frotté les yeux. Sans mon masque de colère, je me sentais soudainement épuisé, vidé. J'ai été horrible, pas seulement avec vous, avec tout le monde. Je suis devenu quelqu'un que je ne reconnais plus. J'avais levé les yeux vers lui, le regard vide, honteuse. Savez-vous ce que c'est d'être constamment méprisé? Que les gens vous croient stupide à cause de votre apparence? Tous les mécaniciens de cette ville m'ont prise de haut. Ils sourient, hochent la tête, me facturent une fortune, puis me traitent comme si j'imaginais des choses quand le problème persiste. Julien n'avait rien répondu. Il s'était contenté d'écouter, ce qui, pour une fois, était exactement ce dont j'avais besoin. Un silence bienveillant. Le concessionnaire m'a dit que les femmes conduisaient trop agressivement. Avais-je continué, la voix légèrement brisée. 3 mécaniciens m'ont suggéré d'envoyer un homme à ma place. J'ai bâti une entreprise de 2 milliards d'euros à partir de rien, et ces gens me traitaient comme une ménagère hystérique qui ne comprend rien aux voitures. Alors oui, j'ai développé une attitude. J'ai commencé à attaquer en premier parce que j'étais fatigué d'être attaqué. Je suis devenu la cliente difficile parce qu'être difficile était le seul moyen d'être prise au sérieux. Je m'étais levé et j'avais traversé l'atelier jusqu'à lui. Mais vous avez raison, je me sabote. Je suis tellement habitué à me battre que je n'arrive plus à m'arrêter, même quand quelqu'un essaie réellement de m'aider. J'avais tendu la main. Pouvons-nous recommencer, s'il vous plaît? Je n'ai pas à grand-chose d'autre. Il a regardé ma main, mon visage, la fatigue, la frustration
et quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir dans mes yeux. Et il a pris ma main. Je suis Julien Dubois, père célibataire, mécanicien en difficulté, avait-il dit. Je n'ai aucune idée si je peux réparer votre voiture, mais je vais y mettre tout ce que j'ai. Sophie Laroche, milliardaire accidentelle, désastre professionnel en relations personnelles, avais-je répondu, un sourire fatigué mais sincère se dessinant sur mes lèvres. Je promets d'arrêter de vous crier dessus. Nous nous étions serrés la main, un engagement silencieux mais puissant. Maintenant, avais-je dit, un brin d'autorité persistant, dites-moi ce que vous avez vraiment trouvé. Il avait attrapé son carnet. Venez voir ça. Je pense que je sais pourquoi 50 mécaniciens n'ont pas pu réparer votre voiture. Ils résolvaient tous le mauvais problème. Il m'avait guidé vers le capot ouvert de la Maserati. Le compartiment moteur brillait sous les lumières de l'atelier. Regardez ça, m'avait-il dit, montrant les injecteurs. Neuf, voyez-vous cet éclat d'usine? J'avais acquiescé. Le concessionnaire les a remplacés. 85 000 €. Maintenant, regardez ici. Il avait pointé les turbocompresseurs. Neuve aussi. Pas de rayures, pas de marque d'usure, rien. Le même refrain des remplacements inutiles. La liste s'allongeait. Pompe à carburant, capteur d'oxygène, faisceau de quille, corbe de papillon. Chaque mécanicien avait diagnostiqué quelque chose de différent et chaque fois, il s'était trompé. Julien avait reculé d'un pas. Sophie, au cours des 2 derniers mois, ce moteur a été pratiquement reconstruit, pièce par pièce. Alors, ce n'est pas une bonne chose? Ce le serait si le problème était une pièce défectueuse, avait-il expliqué avec une clarté désarmante. Mais vous avez presque tout remplacé et le problème est toujours là. Cela me dit quelque chose de crucial. Mes yeux s'étaient plissés une étincelle de compréhension. Le problème n'est pas mécanique. Exactement. Il était visiblement ravi de ma déduction. Le problème est dans le logiciel, dans le cerveau de l'ordinateur. Mais le concessionnaire a reprogrammé l'ordinateur. Ils ont dit que cela remettrait tout à zéro. Ils l'ont reprogrammé avec le logiciel d'usine, mais ils n'ont pas effacé la mémoire adaptative. Il avait attrapé son carnet, feuilletant une page remplie de schémas. L'ordinateur de cette voiture apprend votre façon de conduire. Il fait des milliers de petits ajustements basés sur vos habitudes, le carburant que vous utilisez, le climat, tout. Avec le temps, il construit un profil, comme un algorithme d'apprentissage. Exactement comme ça. C'était brillant. Vous avez dit que le problème avait commencé après le service des 40 000 kilomètres, n'est-ce pas? J'avais acquiescé lentement. La voiture était bien avant ça. Parfaite. En fait, je l'ai récupérée après le service et j'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Quelque chose s'est passé pendant ce service. Peut-être qu'un capteur a été déconnecté et reconnecté incorrectement. Peut-être qu'ils ont réinitialisé quelque chose qu'ils n'auraient pas dû. Quoi qu'il en soit, l'ordinateur a détecté un problème et a commencé à le compenser. Mais ensuite, ils ont corrigé le problème initial, n'est-ce pas? Ils ont remplacé la pièce, mais l'ordinateur ne le savait pas. Il a continué à compenser un problème qui n'existait plus. Et ces compensations ont créé de nouveaux symptômes. C'était une révélation. Mon visage s'était éclairé de compréhension. Donc le mécanicien suivant a vu ces symptômes, a diagnostiqué un problème différent et a remplacé une autre pièce. Et l'ordinateur a appris de ça aussi et a compensé à nouveau, créant de nouveaux symptômes, menant à un autre diagnostic, un autre remplacement, un autre cycle d'apprentissage. Julien avait refermé son carnet. 50 mécaniciens, 50 diagnostics, 50 nouvelles pièces, et l'ordinateur a tout absorbé, construisant couche après couche de fausses hypothèses. C'est comme un traumatisme, avais-je murmuré, une pensée me traversant l'esprit. La blessure originale a guéri, mais la réponse à la blessure est devenue le nouveau problème. Il m'avait regardé, un éclair dans les yeux, comme s'il voyait une partie de mon âme à travers ses mots. C'est exactement ça. Alors, que faisons-nous?
J'étais enfin prêt à me battre, à travailler avec lui. Nous devons tout effacer, pas seulement reprogrammer l'ordinateur. Nous devons effacer toute la mémoire adaptative, chaque comportement appris, chaque compensation. Nous le remettons à zéro d'usine, puis nous lui apprenons à fonctionner correctement à partir de zéro. Pouvez-vous faire ça? Il avait hésité. Je me souviens de l'anxiété dans son regard. Le logiciel officiel Maserati coûte 5 000 € pour la licence. Je n'ai pas cet argent. J'avais tendu la main vers mon sac à main. Je l'achèterai. Ce n'est pas si simple. La licence est liée aux identifiants du concessionnaire. On ne peut pas simplement l'acheter en tant qu'individu. Il avait pris une nouvelle inspiration. Mais je connais quelqu'un qui pourrait peut-être nous aider. Un ami de l'école technique qui travaille de nuit au concessionnaire Maserati. Il a accès au logiciel. Peut-il venir ici? Il ne peut pas quitter son poste, mais il pourrait me prêter l'ordinateur portable officieusement. Je l'avais étudié, amusé. Vous parlez de faire quelque chose de pas tout à fait légal. Je parle d'emprunter du matériel à un ami pour aider un client. C'est une zone grise. Les zones grises, avais-je souri. J'avais passé 15 ans comme avocate en entreprise. Je connaissais tout sur les zones grises. C'est un problème? C'est rafraîchissant, en fait. Vous auriez pu mentir. Vous auriez pu me dire que vous aviez tout l'équipement nécessaire. Au lieu de cela, vous êtes honnête sur les limites. J'avais fait une pause. Je respecte ça. J'ai senti quelque chose changer entre nous. La tension de l'adversité s'estompait, remplacée par un sentiment de partenariat. J'appellerai Lucas ce soir, avait-il promis. S'il accepte, je pourrais faire la réinitialisation demain. Mais il n'y a pas que l'effacement de l'ordinateur. Quoi d'autre? Après la réinitialisation, je dois faire ce qu'on appelle un cycle d'apprentissage. Je conduis la voiture sur environ 50 km d'une manière très spécifique. Des accélérations douces, différentes vitesses, différentes charges moteurs. Cela apprend à l'ordinateur comment toutes les nouvelles pièces se comportent réellement. Il avait haussé les épaules. Aucun des autres mécaniciens n'a mentionné quelque chose comme ça parce que ça prend du temps, des heures de conduite attentive. On ne peut pas facturer ça de la même manière qu'on facture le remplacement d'une pièce. La plupart des ateliers veulent des solutions rapides. Les solutions rapides génèrent des revenus rapides. J'étais resté silencieux un instant. Quand j'avais parlé, ma voix était différente, plus douce. Mon père était mécanicien. Julien avait cligné des yeux. Quoi? Il possédait un petit atelier à Lyon. Rien de fantaisie, juste un travail honnête pour des gens honnêtes. J'avais regardé la Maserati avec une expression qu'il ne pouvait pas déchiffrer. Il est mort quand j'avais 17 ans. Crise cardiaque, sans prévenir. Un jour, il m'apprenait à faire une vidange. Le lendemain, il était parti. Je suis désolé. Il vous aurait aimé. Il disait toujours la même chose que vous, que la plupart des mécaniciens voulaient des solutions rapides parce que les solutions rapides rapportaient plus. Ma mâchoire s'était serrée. Je suis devenue avocate parce que je voulais du pouvoir. Je voulais ne plus jamais me sentir impuissante. Mais parfois, je me demande ce qu'aurait été ma vie si j'avais suivi son chemin à la place. L'atelier était étrangement silencieux. « C'est pour ça que vous conduisez une Maserati ?» avait-il demandé doucement. Je l'avais regardé avec surprise. Puis mon expression s'était adoucie. Mon père avait une photo sur son mur, une Maserati rouge des années 60. Il n'en avait jamais vu une en personne, mais il pensait que c'était de la plus belle voiture jamais construite. Il blaguait en disant que lorsqu'il ferait son premier million, il en achèterait une. Il n'a jamais fait son premier million. Non, jamais. J'avais touché l'aile de la Maserati avec douceur. Quand j'ai fait mon premier milliard, j'ai acheté cette voiture. Je pensais qu'il saurait, d'une manière ou d'une autre, que quelque part, il serait fier. Julien avait compris. La Maserati n'était pas seulement une voiture, un symbole de réussite. C'était un lien avec un père perdu. Une façon d'honorer un rêve qu'il n'avait jamais pu réaliser.
Tout comme cet atelier était le lien de Julien avec son propre père. C'était une compréhension tacite, un pont jeté entre nos deux mondes. Je vais réparer votre voiture, Sophie. J'avais croisé son regard. Vous semblez très sûr. Je le suis, parce que ce n'est plus juste un travail, c'est personnel. Nous nous étions regardés longuement. Quelque chose était passé entre nous, une compréhension qui dépassait le simple rapport client-mécanicien. Demain, à 18 heures, avais-je demandé. 18 heures. Je m'étais dirigé vers la porte, puis je m'étais arrêté. Julien. Oui? Merci de m'avoir dit de me taire. J'avais besoin de l'entendre. J'étais parti avant qu'il ne puisse répondre. J'étais parti en me sentant étrangement légère, comme si une couche de ma vieille peau venait d'être arrachée. Ce soir-là, alors que je conduisais pour retourner à mon appartement luxueux mais vide, une phrase résonnait encore et encore dans ma tête, comme un écho entêtant. La voiture est une conversation, mon fils. Chaque pièce parle. Ton travail est d'écouter. C'était la voix de mon père, Pierre, comme si elle planait encore dans l'atelier, au-dessus de mon fils, Julien, et de Marie endormie. C'était sa phrase fétiche, et là, dans le silence de ma Maserati, un sourire triste flottait sur mes lèvres. Mon fils a écouté. Non seulement le moteur, mais la femme aussi. Le lendemain, le corps encore endolori par le manque de sommeil et la tension de la nuit, je me suis forcé à respecter ma promesse de ne pas crier. Julien avait appelé Lucas, son ami du concessionnaire Maserati. 6 heures. 6 heures pour voler l'ordinateur portable, 6 heures pour risquer la carrière de son ami et la sienne. 6 heures pour sauver son atelier, l'héritage de Pierre et l'avenir de Marie. La pression était immense. Julien avait travaillé toute la nuit, effaçant chaque code d'erreur, chaque faute enregistrée. Plus de 200 fantômes hantaient ce moteur. Puis, il avait effacé la mémoire adaptative, les comportements appris, toutes les corrections fausses accumulées. L'ordinateur avait été remis à zéro, un cerveau d'enfant attendant d'être instruit. Il était 3 heures du matin quand il avait terminé. Il était temps pour le cycle d'apprentissage. 50 kilomètres de conduite précise dans les rues endormies de Paris, accélération douce, différentes vitesses, aucun mouvement brusque. Apprendre à la voiture comment se comporter correctement. La Maserati sous sa main experte ronronnait, apprenait, devenait ce qu'elle était censée être. À 4h30, il était de retour à l'atelier. À l'aube, les yeux rougis par l'insomnie, il avait appelé. C'est fait, et je pense l'avoir réparé, mais il faut que vous la conduisiez pour être sûr. 20 minutes plus tard, j'étais là. Mon cœur battait de la chamade, entre espoir et peur. Et si tout cela n'était qu'une vaine promesse, je portais les mêmes vêtements que la veille, les cheveux en désordre. Les clés sont dedans, m'avait dit Julien. Démarrez-la. Je m'étais avancé, chaque pas lourd d'anticipation. Je m'étais assise au volant, mon corps raide. J'avais tourné la clé. Le moteur avait démarré d'un rugissement parfait, lisse, puissant, sans la moindre hésitation, sans la moindre irrégularité. J'avais serré le volant, mes jointures blanchissant. Conduisez-la, avait dit Julien. Faites le tour du pâté de maison. Prenez l'autoroute si vous voulez. Poussez-la. Je l'avais regardé à travers la vitre ouverte, les yeux embués. Montez. Quoi? Montez dans la voiture, Julien. Je veux que vous soyez là quand je le découvrirai. Il était monté. Le cuir était doux sous moi. L'intérieur sentait le luxe et la promesse. J'avais sorti la voiture de l'atelier, mes mains tremblaient. D'abord, j'ai roulé lentement, testant, attendant que les symptômes familiers apparaissent. Ils n'étaient pas là. J'ai accéléré. Le moteur a répondu instantanément. Aucune hésitation, aucune perte de puissance. J'ai pris l'autoroute, poussant l'aiguille. 70, 80, 90. La Maserati volait. Elle n'a jamais fait ça, avais-je murmuré, la voix étouffée. Pas une seule fois depuis le début du problème. Elle hésitait toujours à grande vitesse. Continuez à conduire. Je l'ai fait pendant 30 minutes
j'ai poussé la voiture à travers tous les tests imaginables. Accélération franche, freinage brusque, bouchon simulé, une côte raide près du parc. La Maserati a fonctionné parfaitement. Lorsque nous étions revenus à l'atelier, les larmes coulaient sur mes joues. Pas les larmes de rage et de frustration que j'avais cachées pendant des mois. Celles-ci étaient différentes. Soulagement, joie, gratitude. Vous l'avez fait, avais-je dit. Vous l'avez vraiment fait. Nous l'avons fait, avait-il corrigé doucement. Vous m'avez dit la vérité sur ce qui se passait. C'est ce qui a fait la différence. J'avais coupé le moteur. Nous étions restés en silence un instant. Julien. Oui? Combien je vous dois? Il avait fait un calcul rapide. 20 heures de travail. Normalement, 75 € de l'heure. 1500 €. J'avais éclaté de rire. Un rire authentique, plein et entier. Vous plaisantez? C'est mon tarif. Votre tarif est un vol à votre avantage. J'avais sorti mon chéquier. J'ai dépensé 400 000 € avec 50 mécaniciens qui n'ont rien fait. Vous avez passé 2 jours et vous l'avez réparé. Je veux juste un prix juste pour un travail juste. J'avais écrit une somme sur le chèque, arraché la page. Le lui avait tendu. Julien avait regardé le montant. 100 000 €. Sophie, je ne peux pas accepter ça. Vous pouvez et vous allez. Ma voix était ferme. C'est ce que vaut votre travail. Pas à cause des heures, à cause du résultat, à cause de l'intégrité, parce que vous m'avez dit de me taire quand j'avais besoin de l'entendre. C'est trop. Ce n'est pas assez. J'avais tendu la main et fermé ses doigts autour du chèque. Prenez-le, payez votre loyer, achetez quelque chose de sympa à votre fille, et sachez que vous l'avez gagné chaque centime. Il avait fixé le chèque, 100 000 €. De quoi sauver l'atelier, de quoi rattraper toutes ces factures, de quoi offrir à Marie la sécurité qu'elle méritait. Un sourire se dessinait sur son visage. Il y a autre chose, avais-je ajouté. Je veux que vous soyez mon mécanicien exclusif. Chaque service, chaque réparation, seulement vous. Et je vais vous recommander à tous ceux que je connais. Vous allez être très occupé très bientôt, Julien Dubois. J'espère que vous êtes prêt. Il avait pensé à son père, Pierre, à l'héritage qu'il avait eu si peur de perdre, à Marie à l'étage, qui croyait en lui-même quand il n'y arrivait pas. Je suis prêt. J'avais souri. Bien, car ce n'est que le début. Et c'est ainsi que la vie a commencé à changer, n'est-ce pas? Une Maserati, un mécanicien insolent et un chèque. Si simple en apparence, mais au fond, c'était le point de bascule. Je ne savais pas alors que la trajectoire de mon existence, tracée si précisément pendant des décennies, allait s'infléchir si radicalement. Ce n'était pas un conte de fées. Personne ne m'a dit que ma vie allait changer, ni qu'elle serait facile. Juste un choix, celui de la confiance. Et un petit rappel, à moi-même, que le courage se trouvait souvent dans les endroits les plus inattendus. Le monde avait besoin de plus de Julien et moins de la Sophie que j'étais devenue. La route devant nous était encore longue, sinueuse et remplie de virages. Mais pour la première fois en longtemps, j'avais envie d'en prendre le volant. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, il faut juste un tais-toi pour tout remettre en question. Je me souviens des longues soirées passées à décortiquer ce dossier qu'il avait gardé, ce carnet de pierre, documentant chaque petite panne, chaque réparation, chaque pensée. C'était bien plus qu'une simple comptabilité. C'était un testament. Ça m'a rappelé le carnet que mon propre père, Michel, gardait dans son atelier de Lyon. Un registre des vies des gens, pas seulement de leur voiture. Ce n'était pas juste un boulot pour eux. C'était leur monde. En quelques semaines, l'atelier de Julien, les classiques de Pierre Dubois, était passé du bord de la faillite à un succès retentissant. 6 voitures de luxe dans son atelier. Un partenaire de mon cabinet d'investissement avait amené sa Mercedes Classe S avec des problèmes électriques insolubles. Julien avait trouvé la solution en 2 heures. Un juge fédéral, un ami de mes jours d'avocate, avait confié sa Porsche Cayenne. Julien l'avait réparée. Les clients se pressaient,
Les chèques s'accumulaient. Julien avait payé le loyer en retard, réglé les factures d'eau et d'électricité, fait les versements pour l'équipement que son père avait financé avant son diagnostic fatal. Il avait acheté de nouvelles chaussures à la Marie pour l'école, ouvert un compte d'épargne pour ses futures broches. Pour la première fois en 8 mois, Julien Dubois pouvait respirer. Mais il y avait autre chose, quelque chose d'inattendu. J'avais commencé à visiter l'atelier régulièrement, non pas pour vérifier ma voiture, mais juste pour parler. J'arrivais vers 17 heures, avant le rapport du soir dont je n'avais plus besoin. J'apportais du café de l'endroit cher du centre-ville, parfois des sandwichs pour nous deux. Nous parlions de tout, les voitures, les affaires, la famille, la pression du succès et la peur de l'échec, le poids de l'héritage et la terreur de le laisser s'effondrer. Mon conseil d'administration pense que je perds ma concentration, avais-je dit un après-midi, assise sur la chaise en plastique qui était devenue ma place. Ils ont remarqué que je prends plus de temps libre, que je délègue davantage. Ils sont inquiets. Ont-ils raison de s'inquiéter? Probablement. J'avais souri, un sourire teinté d'amertume et de soulagement. J'ai passé 15 ans à bâtir cette entreprise. 15 ans de semaines de 100 heures, de vacances manquées et de relations qui n'ont jamais eu de chance. Je me disais que ça valait le coup, que le succès exigeait des sacrifices. Et maintenant, je suis assise dans un atelier de mécanique, à boire du café avec un père célibataire, et je suis plus heureuse que je ne l'ai été depuis des années. Je l'avais regardé. Qu'est-ce que ça vous dit? Julien n'avait pas répondu. Il n'était pas sûr de quoi dire. C'était vrai, c'était devenu une évidence entre nous. Et mon cœur, longtemps fermé, s'ouvrait à cette chaleur nouvelle. Marie avait aussi remarqué les changements. Elle était descendue un soir alors que j'étais là et, au lieu d'être timide, elle s'était approchée de moi. « Vous êtes la dame de la voiture. » J'avais souri. « Je le suis. Et vous devez être Marie. Votre père parle de vous constamment. Il dit que vous êtes très intelligente. Il dit que vous avez construit une entreprise toute seule. Oui, cela a pris beaucoup de temps et beaucoup de travail. » Marie avait penché la tête. « Vous aviez peur? » Mon sourire s'était adouci. « Chaque jour. »« Papa a peur aussi, » avait-elle dit, avec une candeur désarmante. « Parfois, il pense que je ne sais pas, mais je le vois. Il a ce regard sur son visage quand il regarde les factures. »« Marie, » avait dit Julien doucement, tentant de la réprimander. « Ce n'est rien, » avais-je dit. « Elle a raison. La peur est normale. Les personnes courageuses ne sont pas celles qui ne ressentent pas la peur. Ce sont celles qui la ressentent et continuent quand même. » Marie avait acquiescé sérieusement. C'est ce que grand-père disait. Votre grand-père avait l'air très sage. Il était le meilleur. Marie avait fait une pause. Il vous aurait aimé. Il aimait les gens honnêtes. Mes yeux s'étaient embués. Merci, Marie. C'est peut-être la plus belle chose que l'on m'ait dite depuis très longtemps. Après que Marie soit remontée, j'étais restée silencieuse un moment. Elle est remarquable, avais-je finalement dit. Elle est tout pour moi. Je le vois. Je l'avais regardé. Vous êtes un bon père, Julien. N'en doutez jamais. J'en doute chaque jour. C'est ce qui fait de vous un bon père. Les mauvais parents ne se remettent jamais en question. 3 semaines après la réparation de la Maserati, tout allait parfaitement. L'atelier était florissant. Marie était heureuse. J'étais devenu quelque chose de plus qu'une cliente, quelque chose que Julien n'était pas encore prêt à nommer, mais quelque chose de réel, qui tissait un lien entre nos deux mondes. Et puis, Thomas Laroche est arrivé. Julien était seul dans l'atelier, finalisant des papiers, quand une BMW M8 noire s'était garée devant. Le conducteur était resté un long moment dans la voiture avant de sortir. Il avait la quarantaine, un costume coûteux, une montre en or, le genre de bronzage qu'on obtient que lors de vacances chères. Il était entré dans l'atelier avec l'arrogance désinvolte de quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non. « Vous êtes le mécanicien. » Julien s'était levé. « Julien Dubois. Puis-je vous aider? » « Je suis Thomas Laroche, le frère de Sophie. »
Le nom avait résonné comme un coup de semonce. J'avais mentionné mon frère quelques fois, jamais de façon positive. Un fardeau, une blessure. Que puis-je faire pour vous, monsieur Laroche? Vous pouvez rester loin de ma sœur. Julien avait cligné des yeux. Pardon? Ne faites pas l'idiot. Thomas s'était approché. Je sais ce que vous faites. Sophie n'arrête pas de parler de vous. Julien par-ci, Julien par-là. Elle néglige son entreprise, saute des réunions du conseil, prend des jours de congé pour la première fois en 15 ans. Et pourquoi? Parce qu'elle est obsédée par un mécano plein de cambouis qui a eu de la chance en réparant sa voiture. Je pense que vous devriez partir. Julien n'avait pas reculé. Je n'ai pas terminé. Les yeux de Thomas étaient froids. J'ai déjà vu votre genre. Vous voyez une femme riche, vous fabriquez une crise, vous intervenez en héros. Un classique de l'arnaque. Je n'ai rien fabriqué. Sa voiture avait un vrai problème que 50 autres mécaniciens n'ont pas trouvé. Pratique. Thomas avait souri, mais il n'y avait aucune chaleur dans son sourire. Laissez-moi vous dire comment ça va se passer. Vous allez arrêter de voir ma sœur. Vous allez refuser ses appels. Et vous allez disparaître tranquillement dans le trou d'où vous êtes sorti. Julien avait senti la colère monter en lui. Et si je ne le fais pas, alors je vous détruirai. J'ai des avocats, j'ai des connexions. Je peux faire en sorte que toutes les agences de réglementation de l'État enquêtent sur cet atelier d'ici vendredi. Je peux faire révoquer vos certifications. Je peux m'assurer que vous ne travaillerez plus jamais sur une voiture dans cette ville. Sortez. Quoi? Vous m'avez entendu. Sortez de mon atelier. Thomas avait ri. Vous me menacez? Savez-vous qui je suis? Je sais exactement qui vous êtes, avait répondu Julien, les poings serrés. Vous êtes une brute qui a l'habitude d'obtenir ce qu'il veut grâce à l'argent de sa famille. Mais c'est mon atelier. Mon père l'a construit et je ne me laisserai pas intimider par vous ou par quiconque. Le visage de Thomas s'était assombri. Vous faites une erreur. Peut-être, mais c'est mon erreur. Maintenant, sortez avant que je ne vous jette dehors. Un instant, Julien avait cru que Thomas allait le frapper. Ses mains s'étaient crispées en poing. Sa mâchoire était serrée par la rage. Mais une voix avait brisé la tension. « Thomas !» J'étais là, figé dans l'embrasure de la porte, mon visage pâle, mes yeux brûlants de colère. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Comment avait-il su? Il m'avait suivi, évidemment, toujours ce besoin de contrôle, de domination. Quand j'ai vu Thomas, mon estomac s'est noué. Le même sentiment désagréable que j'éprouvais quand j'étais enfant et qu'il venait semer le trouble. Il incarnait tout ce que j'avais fui. La suffisance de l'héritage, le mépris du travail manuel, l'incapacité à construire quoi que ce soit par soi-même. Et là, il était en train d'agresser Julien, l'homme qui m'avait montré un autre chemin. C'était insupportable. Ma famille, enfin, lui et nos cousins, avaient toujours méprisé mes efforts, mon obsession pour le travail, pour l'argent. Mais c'était ma façon de prouver ma valeur, de me libérer. J'ai vu l'humiliation que Julien subissait, et ça a ravivé en moi le souvenir de toutes les fois où l'on m'avait traité de la même façon. La colère froide est montée en moi, plus intense que jamais. Thomas s'était retourné pour me faire face. Te protéger, quelqu'un doit le faire. Me protéger de quoi? D'un ami? Un ami? Thomas avait ri sèchement. C'est comme ça que tu appelles ça? Toute la famille en parle, Sophie. Comme tu es devenue faible. Comme tu jettes tout ce que tu as construit pour traîner avec un mécanicien et son enfant. Toute la famille? Ma voix était devenue de glace. Tu veux dire toi et nos cousins qui n'ont jamais travaillé un jour de leur vie? Ceux qui vivent des fonds fiduciaires et jugent tous ceux qui construisent réellement quelque chose? Ce n'est pas juste. C'est parfaitement juste. Tu m'as en voulu depuis le jour où j'ai fait mon premier million, depuis que j'ai prouvé que le travail acharné bat l'héritage. Et maintenant, tu ne supportes pas que j'ai trouvé quelque chose qui me rende heureuse en dehors du bureau. Il ne s'agit pas de rancœur, il s'agit de protéger la réputation de la famille.
La réputation de la famille? Je m'étais approché de mon frère. Tu veux parler de réputation? Et cette fois où tu as été arrêté pour conduite en état d'ivresse et que papa a soudoyé le juge? Et les 3 entreprises que tu as lancées et que tu as fait échouer avec l'argent de la famille? Et tes 2 ex-femmes qui t'ont toutes les deux dépouillé de tout ce qu'elles pouvaient parce que tu ne pouvais pas garder tes mains loin de tes assistantes? Le visage de Thomas était devenu rouge cramoisi. C'est différent. C'est exactement la même chose. Tu as fait erreur après erreur et tu as été protégé à chaque fois. Mais quand je rencontre enfin quelqu'un de décent, quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui me traite comme un être humain au lieu d'un compte en banque, tout à coup tu t'inquiètes de la réputation. Il t'utilise, Sophie. Non, il ne m'utilise pas. Ma voix s'était adoucie, mais mes yeux étaient restés durs. Julien est la première personne depuis des années qui ne voulait rien de moi. Il m'a confronté quand j'étais horrible. Il m'a traité avec respect quand je ne le méritais pas. Il a réparé ma voiture quand 50 experts n'ont pas pu. Je m'étais placé entre mon frère et Julien. Et plus que ça, il m'a rappelé qui j'étais. Avant que je ne construise des murs autour de moi. Avant que j'oublie comment faire confiance à qui que ce soit. Avant que je ne devienne quelqu'un que notre père ne reconnaîtrait pas. Thomas avait tressailli à la mention de notre père. Laisse papa en dehors de ça. Pourquoi? Parce que tu sais que j'ai raison. Papa était mécanicien, Thomas. Il travaillait de ses mains. Il valorisait l'honnêteté et le travail acharné plus que l'argent et le statut. S'il était vivant aujourd'hui, il aurait honte de ce que tu es devenu. Et il aurait adoré Julien. Les mots avaient flotté dans l'air, lourds, définitifs. La mâchoire de Thomas s'était contractée. Ses yeux avaient vacillé entre moi et Julien. « Tu te rends ridicule », avait-il dit finalement. « Tout le monde se moque de toi. » Alors qu'il rit, j'ai passé toute ma vie à me soucier de ce que tout le monde pensait. J'en ai assez. Ce n'est pas fini. Si ça l'est. J'avais pointé la porte. Sors d'ici et ne reviens pas tant que tu ne pourras pas respecter mes choix et les personnes qui me sont chères. Thomas m'avait regardé longuement. Puis il s'était retourné et était sorti sans un mot de plus. Sa BMW avait rugi au loin, laissant le silence dans son sillage. Je n'avais pas bougé. Mon dos était tourné vers Julien. Mes épaules tremblaient légèrement. La tension avait été énorme, le déchirement trop grand. « Vous allez bien ?» avait demandé Julien doucement. Non, je m'étais retourné. Mes yeux étaient humides. Je suis furieuse et blessée et épuisée, mais je ne regrette rien. J'aurais dû lui dire ces choses il y a des années. Sophie, il va causer des problèmes. Je connais votre frère. Il ne gère pas bien le rejet. Il va répandre des rumeurs. Il va essayer de nuire à votre réputation. Il pourrait même essayer de saboter l'atelier. Je peux gérer ça. Vous ne devriez pas avoir à le faire. C'est mon problème, le dysfonctionnement de ma famille. Julien avait traversé l'atelier jusqu'à moi. Nous sommes ensemble là-dedans maintenant. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. Je l'avais regardé et quelque chose avait changé dans son expression. Quelque chose de vulnérable et d'espoir et de terrifié tout à la fois. « Pourquoi ?» avais-je murmuré. « Pourquoi feriez-vous ça? Vous me connaissez à peine. » « Je vous connais assez, avait-il répondu. Je sais que vous êtes gentil sous toute cette armure. Je sais que vous pleurez en regardant des photos de mon père tenant ma fille. Je sais que vous êtes allé dans un parc regarder des cerfs-volants parce que vous aviez besoin de vous souvenir comment respirer. » Mon souffle s'était coupé. « Marie m'a dit, avait-il ajouté doucement, à propos des pleurs de la photo de grand-père. Je ne savais pas qu'elle avait vu. Les enfants voient tout. Elle m'a aussi dit que vous aviez besoin d'un ami. J'avais ri faiblement. Petite maligne. La plus maligne. Elle tient ça de son grand-père. Nous étions restés en silence un instant. L'atelier semblait plus petit, plus intime. « Julien », avais-je dit finalement.
Je dois vous dire quelque chose sur ce qui se passe dans mon entreprise. Qu'est-ce que c'est? Le conseil d'administration me fait pression. Ils pensent que je suis distraite, que je manque de concentration. Certains d'entre eux veulent que je démissionne de mon poste de PDG. Peuvent-ils faire ça? Ils essayent. Je possède 40%. Mais les autres membres du conseil ont parlé. S'ils s'unissent contre moi, ils peuvent rendre les choses très difficiles. J'avais fait une pause. Thomas a des amis au conseil, des gens qui lui doivent des faveurs. Il leur chuchote à l'oreille depuis des semaines. À propos de moi, de nous, de la façon dont j'ai perdu mon mordant, de la façon dont je compromets l'entreprise pour une relation personnelle. J'avais ri amèrement. L'ironie, c'est que je n'ai jamais été aussi clair sur ce que je veux. Je ne me suis jamais senti autant moi-même. Mais ils voient la vulnérabilité et ils l'appellent faiblesse. Qu'allez-vous faire? J'étais resté silencieuse un long moment. Je vais démissionner. Quoi? J'y pense depuis un moment, même avant de vous rencontrer. L'entreprise était toute ma vie, mais ce n'était jamais ma passion. C'était juste la chose pour laquelle j'étais doué, la chose qui prouvait que je valais quelque chose. Vous ne pouvez pas démissionner à cause de moi, à cause de ce que Thomas fait. Je ne démissionne pas à cause de vous. Je démissionne parce que j'ai enfin le courage d'admettre ce que je savais depuis des années. Mes yeux avaient rencontré les siens. Je ne veux pas être PDG. Je ne veux pas de réunion du conseil, d'appel d'actionnaires et de fusion hostile. Je veux quelque chose de réel, quelque chose qui compte. Et c'est quoi? Je ne sais pas encore, mais je sais que je ne le trouverai pas dans cette salle de conférence. La semaine suivante fut d'un chaos. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Sophie Laroche, la milliardaire investisseuse en technologie, démissionnait. La presse économique est devenue folle de spéculation. Les cours des actions ont fluctué. Les membres du conseil d'administration ont passé des appels paniqués. Et au milieu de tout cela, je me suis présenté à l'atelier de Julien tous les jours, plus calme que je ne l'avais jamais été. Vous semblez différente, m'avait dit Julien le troisième jour. Je me sens différente, plus légère, avais-je souri. J'ai annoncé ma démission hier. Je reste pour une période de transition, mais je suis parti d'ici la fin du trimestre. Comment le conseil l'a-t-il pris? Mal, mais je m'en fiche. J'ai donné 15 ans à cette entreprise. Je les ai tous rendus riches au-delà de leurs rêves les plus fous. S'ils ne peuvent pas s'en sortir sans moi, c'est leur problème. Et Thomas? Mon sourire s'était estompé. Il a passé des appels, répandu des histoires. Il a dit à tout le monde que j'avais une dépression nerveuse, que j'avais été manipulé par un escroc. Moi? Vous? J'avais secoué la tête. Ne vous en faites pas. Tous ceux qui comptent connaissent la vérité. Mais les gens qui ne comptent pas peuvent encore faire des dégâts. Ils peuvent essayer. J'avais tendu la main et serré la sienne. J'en ai fini de laisser la peur contrôler ma vie. Quoi qu'il arrive, ça arrive. Tant que j'ai des gens en qui j'ai confiance autour de moi, je peux gérer n'importe quoi. Ce soir-là, Marie était descendue avec un dessin qu'elle avait fait à l'école. Il montrait 3 bonnes chums en bâton devant un bâtiment avec des voitures à l'intérieur. « C'est papa », avait-elle dit, pointant la figure la plus grande. « C'est moi, et c'est vous, Sophie. » J'avais regardé le dessin, mes yeux remplis de larmes. « Tu m'as dessiné? Vous faites partie de notre famille maintenant, » avait dit Marie simplement. Papa dit que la famille n'est pas seulement le sang, ce sont des gens qui se soucient les uns des autres. Je m'étais agenouillé à la hauteur de Marie. C'est le plus beau dessin que j'ai jamais vu. Vous pouvez l'avoir pour votre réfrigérateur. Marie m'avait serré fort dans ses bras. Quand j'avais levé les yeux vers Julien, des larmes coulaient sur mon visage. « Merci », avais-je murmuré, « vous deux. » Julien les avait regardés ensemble et avait senti quelque chose bouger en lui, quelque chose qui était cassé depuis longtemps. Peut-être que Marie avait raison. Peut-être que la famille, c'était plus que le sang. Peut-être que c'était de trouver les gens qui vous rendaient meilleurs, qui vous rendaient courageux,
qui vous donnaient envie d'essayer même quand essayer semblait impossible. Mais tout le monde n'était pas heureux de notre rapprochement. Les rumeurs se sont répandues d'abord dans la communauté des affaires, puis au-delà. La milliardaire et le mécanicien, le père célibataire et la mondaine. Les chroniques mondaines s'en sont emparées. Les réseaux sociaux l'ont amplifié. Certaines personnes trouvaient cela romantique. La plupart des gens trouvaient cela suspect. Elle est clairement en train de faire une sorte de dépression, avait déclaré une source anonyme dans un article de magazine économique. Il a vu une opportunité et l'a saisie, avait dit un autre. 3 de mes clients avaient discrètement emmené leur voiture dans d'autres ateliers. Ils ne voulaient pas être associés au scandale. Mais pour chaque client qui partait, 2 autres arrivaient, des gens qui admiraient mon courage, des gens qui faisaient confiance à mon jugement, des gens qui voulaient rencontrer le mécanicien sur lequel j'avais misé ma réputation. L'atelier n'avait jamais été aussi animé. Et puis un vendredi soir, tout a changé à nouveau. Je suis arrivé à l'atelier, le visage pâle. Mes mains tremblaient. Qu'est-ce qui ne va pas? Le conseil a tenu une réunion d'urgence aujourd'hui sans moi. J'avais pris une respiration chancelante. Ils ont déposé une motion pour me destituer immédiatement. Ils prétendent que je suis mentalement incompétent, que mon jugement est compromis. Peuvent-ils faire ça? Ils essaient. Thomas est fourni des déclarations de 3 membres du conseil disant que j'ai été lunatique et instable. Ma voix s'était brisée. Ils vont me prendre tout ce que j'ai construit, Julien. Tout ce que j'ai créé en 15 ans. Nous ne les laisserons pas faire. Comment? Ils ont des avocats. Ils ont de l'argent. Ils ont tout le système de leur côté. Julien m'avait pris les mains. Ils ont tout ça, mais ils n'ont pas la vérité. Et ils ne nous ont pas. Je l'avais regardé. Nous? Vous n'êtes pas seul là-dedans, Sophie. Quel que soit le combat qui s'annonce, nous l'affronterons ensemble. Il avait serré mes mains. Vous avez dit que vous aviez besoin de quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui se souciait. Eh bien, je me soucie. Marie se soucie et nous n'allons nulle part. Je m'étais effondré dans ses bras. Un long moment, j'avais juste tenu bon, mon corps secoué par des sanglots silencieux. « Je ne vous mérite pas », avais-je murmuré. « Ce n'est pas vrai. Ça l'est. J'ai été horrible avec vous quand nous nous sommes rencontrés. J'ai été horrible avec tout le monde pendant des années. Et maintenant vous êtes là, à promettre de vous battre pour moi. » Julien s'était reculé pour pouvoir me regarder dans les yeux. Mon père disait que les gens sont comme les voitures. Parfois, ils tombent en panne. Parfois, ils font des bruits terribles et fonctionnent mal et semblent irréparables. Mais un bon mécanicien n'abandonne pas. Un bon mécanicien trouve le vrai problème et le répare. Il avait essuyé une larme sur ma joue. Vous étiez brisée quand vous êtes venue à moi, Sophie. Brisée par des années de combats solitaires. Brisée par des gens qui auraient dû vous soutenir mais ne l'ont pas fait. Mais vous n'êtes pas irréparable. Aucun de nous ne l'est. Je l'avais fixé. Vous croyez vraiment ça? Oui, et je crois que nous allons nous en sortir ensemble. À l'étage, Marie regardait par la fenêtre, ayant entendu le son des pleurs. Elle ne comprenait pas tout ce qui se passait, mais elle comprenait que la dame de la voiture était triste et que son papa essayait de l'aider. Elle avait pris le téléphone et appelé le seul numéro qu'elle connaissait par cœur, à part celui de son père. « Madame Leclerc, pouvez-vous venir rester avec moi un moment? Papa a besoin d'aider quelqu'un. C'est important. » Puis elle était allée dans sa chambre et avait commencé à dessiner une autre image. Celle-ci montrait une dame de la voiture avec un sourire au lieu de larmes, parce que Marie croyait aux fins heureuses et elle croyait que son papa pouvait tout réparer. La réunion d'urgence du conseil était prévue pour le lundi matin. J'avais 3 jours pour préparer ma défense contre mon propre frère et les gens que j'avais rendus riches. J'ai passé le samedi à l'atelier de Julien, entouré de documents juridiques et de rapports financiers. Mon avocate personnelle, une femme nommée Sylvie Duval, qui travaillait avec moi depuis 12 ans, est arrivée à midi. La motion est basée sur 3 revendications, avait expliqué Sylvie, étalant des papiers sur l'établi de Julien. Premièrement, que vous avez pris des décisions erratiques.
Deuxièmement, que vous avez négligé vos devoirs fiduciaires. Troisièmement, que vous êtes sous l'influence d'une partie extérieure qui vous manipule à des fins financières. Une partie extérieure, avais-je dit amèrement. Ils veulent dire Julien. Ils ne le nomment pas directement, mais l'implication est claire. Sylvie avait regardé Julien. J'ai quelque chose à vous demander et j'ai besoin que vous soyez complètement honnête. Allez-y. Avez-vous reçu de l'argent de Sophie au-delà du paiement pour des services légitimes? 100 000 € pour la réparation de sa Maserati. Sylvie avait levé un sourcil. C'est un montant important pour une réparation. La voiture avait vaincu 50 mécaniciens. J'ai résolu un problème qui lui a coûté 400 000 € en réparation ratée. Elle a décidé que le résultat valait le paiement. Pouvez-vous documenter le travail que vous avez effectué? Chaque heure, chaque test, chaque procédure. Julien avait sorti le carnet de son père, ce vieux trésor. Je tiens des registres détaillés. Mon père m'a appris que la documentation protège à la fois le mécanicien et le client. Sylvie avait étudié le carnet. Son expression était passée du scepticisme à l'impression. C'est méticuleux. C'est comme ça que j'ai été élevé. Je regardais l'échange, un sentiment de fierté montant en moi. Julien est la personne la plus honnête que j'ai jamais rencontrée. C'est pourquoi Thomas le considère comme une menace. Il ne peut pas être acheté ou intimidé. C'est peut-être vrai, avait dit Sylvie, mais le conseil ne se souciera pas de son caractère. Ils se soucieront de la perception. Et en ce moment, la perception est qu'une milliardaire jette son entreprise par la fenêtre pour un mécanicien. Alors nous changeons la perception, avait dit Julien. Les deux femmes l'avaient regardé, surprises par l'audace de sa proposition. Comment? Avais-je demandé. En disant la vérité, toute la vérité, non seulement sur la voiture ou le paiement ou notre amitié, mais sur la raison pour laquelle vous démissionnez réellement, sur ce que vous voulez vraiment de votre vie. Le conseil ne se soucie pas de ce que je veux. Non, mais le public, oui. Les actionnaires, oui. Les employés qui travaillent pour vous depuis 15 ans, oui. Julien s'était penché en avant. Thomas compte sur vous pour mener ce combat discrètement à huis clos où il peut contrôler le récit. Alors, que suggérez-vous? Rendez ça public, racontez votre histoire avant qu'il ne puisse la raconter pour vous. Sylvie avait secoué la tête lentement. C'est risqué. Si elle rend ça public et que le conseil vote toujours contre elle, elle perd tout. Sa réputation, son influence, toute chance d'une sortie gracieuse. Elle est déjà en train de tout perdre, avait dit Julien. Thomas s'en est assuré au moment où il a déposé cette motion. La seule question est de savoir si elle perd à ses conditions ou aux siennes. Je suis resté silencieuse un long moment, les yeux fixés sur un point lointain, un souvenir ancien qui ressurgissait. Mon père n'est jamais allé à l'université, avais-je dit doucement. Il a appris tout ce qu'il savait en travaillant dans les ateliers d'autres personnes. Quand il a finalement ouvert son propre endroit, les gens disaient qu'il échouerait, disaient qu'il n'avait pas les diplômes, pas le soutien, pas ce qu'il fallait. J'avais regardé Julien. Il a réussi quand même. Pas parce qu'il était plus intelligent que tout le monde, mais parce qu'il était plus honnête, plus travailleur, plus disposé à faire ce qui était juste même quand c'était difficile. Ça me rappelle quelqu'un que je connais, avait murmuré Sylvie. Quand il est mort, je me suis promis de le rendre fier, de bâtir quelque chose digne de sa mémoire, de ne jamais compromettre mon intégrité, quoi qu'il arrive. Ma voix s'était brisée, mais quelque part en chemin, j'ai oublié. Je me suis tellement concentré sur la victoire que j'ai oublié pourquoi je me battais. Je m'étais levé, les épaules carrées, le menton levé. Julien a raison. J'en ai fini de jouer selon les règles de Thomas. J'en ai fini de me cacher. J'en ai fini d'avoir peur. Que voulez-vous faire? Avait demandé Sylvie. Convoquer une conférence de presse demain après-midi avant la réunion du conseil. Sophie, c'est moins de 24 heures. Je sais, mais j'ai passé 15 ans à bâtir mon entreprise.
Je pense que j'ai gagné le droit de raconter ma propre histoire. La conférence de presse a eu lieu dans le hall de mon siège social. Tous les grands médias étaient là. Appareils photo, microphones, journalistes se bousculant pour la meilleure position. Julien regardait du fond de la salle, Marie à ses côtés. Madame Leclerc avait proposé de faire du babysitting, mais Marie avait insisté pour venir. « Je veux voir la dame de la voiture être courageuse », avait-elle dit. Je m'étais avancé vers le podium. Je portais une simple robe bleu marine, aucun bijou sauf la vieille montre de mon père, que j'avais gardée dans un tiroir pendant 25 ans. « Merci à tous d'être venus à si court préavis », avais-je commencé. Je sais qu'il y a eu beaucoup de spéculations sur ce qui se passe chez La Roche Industries. Je suis ici pour vous donner la vérité. La salle était devenue silencieuse. Il y a 3 semaines, mon frère Thomas a déposé une motion pour me destituer de mon poste de PDG. La motion prétend que je suis mentalement incompétente, que mon jugement est compromis, que j'ai été manipulé par une partie extérieure à des fins financières. Des murmures ont parcouru la foule. Je veux aborder chacune de ces revendications directement. Premièrement, ma compétence mentale. Je n'ai jamais été aussi clair sur ce que je veux pour ma vie. Pendant 15 ans, j'ai tout donné à cette entreprise, mon temps, mon énergie, mes relations, ma santé. J'ai construit quelque chose dont je suis fier, mais je l'ai fait au prix de tout le reste. J'avais fait une pause me ressaisissant. Il y a 6 semaines, ma voiture est tombée en panne. Une Maserati que j'ai achetée pour honorer la mémoire de mon père. Je l'ai emmenée chez 50 mécaniciens différents, 50 experts qui m'ont facturé des centaines de milliers d'euros et n'ont rien accompli. Et puis j'ai rencontré Julien Dubois. Au fond de la salle, Julien avait senti tous les regards se tourner brièvement vers lui. Julien est un mécanicien, un père célibataire, un homme qui a hérité de l'atelier de son père et était à quelques semaines de le perdre. Il n'avait aucun diplôme qui impressionnerait l'un d'entre vous, aucun diplôme d'université prestigieuse, aucune connexion avec des personnes puissantes. Ce qu'il avait, c'était de l'intégrité et des compétences, et le courage de me dire de me taire quand j'étais horrible. Quelques rires surpris avaient éclaté parmi les journalistes. Il a réparé ma voiture en 2 jours, un problème que 50 experts n'ont pas pu résoudre, et il l'a fait sans me facturer un centime d'avance parce qu'il croyait dans lui-même quand personne d'autre ne le faisait. Ma voix s'était renforcée. C'est là que j'ai réalisé quelque chose. J'étais devenu tout ce que je méprisais autrefois. Arrogante, dédaigneuse, tellement concentrée sur le pouvoir que j'avais oublié comment traiter les gens avec une simple décence humaine. Julien m'a rappelé qui j'étais, qui je veux encore être. J'avais regardé directement les caméras. Mon frère prétend que j'ai été manipulé. La vérité, c'est que j'ai été réveillé. Pour la première fois en 15 ans, je vois clairement. Et ce que je vois, c'est une vie déséquilibrée. Une vie de tout travail et sans sens. Une vie dont mon père ne serait pas fier. Alors oui, je démissionne de mon poste de PDG. Non pas parce que je suis incompétente, non pas parce que j'ai été manipulé, mais parce que je choisis de le faire. Parce que je veux construire quelque chose de différent, quelque chose qui compte au-delà des bénéfices trimestriels et des cours des actions. J'avais sorti un document du podium. Ce matin, j'ai déposé des papiers pour créer la Fondation Dubois-La Roche, une organisation à but non lucratif dédiée à la formation de jeunes mécaniciens issus de communautés défavorisées, à donner des opportunités à des gens comme mon père, des gens comme Julien, des gens qui travaillent de leurs mains et construisent des choses qui durent. La salle avait éclaté de questions. « Madame Laroche, êtes-vous et Monsieur Dubois en couple? » J'avais souri. Monsieur Dubois est mon ami, mon partenaire commercial, et oui, quelqu'un pour qui j'ai une très profonde affection. Ce que nous deviendrons d'autres, c'est notre affaire, pas la vôtre. Qu'en est-il de la motion du Conseil? Le Conseil peut faire ce qu'il veut. Je possède 40% de cette entreprise. J'ai rendu tous les investisseurs de cette salle riches, au-delà de leurs rêves les plus fous.
S'ils veulent me combattre, ils sont les bienvenus. Mais ils doivent savoir que je n'ai jamais perdu un combat en lequel je croyais. Monsieur Laroche affirme que vous avez donné à Monsieur Dubois plus de 100 000 euros. Je lui ai donné un juste paiement pour un travail exceptionnel. J'ai payé plus que ça à des cabinets d'avocats pour des affaires perdues. Au moins, Julien a réellement résolu le problème. Encore des rires. L'ambiance dans la salle changeait. Le récit était en train de basculer. Une dernière chose, avais-je dit. Mon frère Thomas a passé les 3 dernières semaines à essayer de détruire ma réputation, à essayer de prendre le contrôle d'une entreprise à laquelle il n'a jamais contribué, utilisant des relations familiales et des griefs personnels pour saper tout ce que j'ai construit. Ma voix s'était durcie. Je veux que tout le monde sache que je vois exactement ce qu'il fait, et je veux qu'il sache que je n'ai pas peur. J'ai passé toute ma vie à prouver que le travail acharné bat le privilège, que l'intégrité bat la manipulation. Si Thomas veut tester ça une fois de plus, je suis prête. J'avais rassemblé mes papiers. Merci. C'est tout ce que j'ai à dire. Les questions avaient continué alors que je m'éloignais du podium, mais je n'avais plus répondu. Je m'étais dirigé droit vers le fond de la salle où Julien et Marie attendaient. Marie avait couru vers moi et m'avait serré dans ses bras. Vous étiez si courageuse. Je m'étais agenouillé à la hauteur de Marie. J'ai appris en regardant votre papa. Vous l'avez appris de vous-même, avait dit Julien doucement. Je vous ai juste rappelé que c'était là. Nous étions sortis du bâtiment ensemble, les appareils photo clignotants, les journalistes criant des questions. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui importait, c'était nous 3 marchant côte à côte vers ce qui allait suivre. La réunion du conseil avait eu lieu le lendemain matin. Julien avait attendu à l'atelier essayant de travailler, mais incapable de se concentrer sur autre chose que son téléphone. À 11h30, je l'avais appelé. C'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé? La motion a échoué. Le conseil a voté 7 contre 4 contre Thomas. Il s'avère que rendre ça public a changé les choses. 3 membres du conseil qui étaient indécis ont décidé qu'ils ne voulaient pas être vus comme attaquant une femme pour avoir dit la vérité. Sophie, c'est incroyable. Ce n'est pas fini. Thomas est furieux. Il menace de me poursuivre personnellement, de contester ma fondation, de me rendre la vie misérable de toutes les manières possibles. Qu'il essaie. Je compte bien. J'avais fait une pause. Julien, il y a autre chose. Quoi? Je vends toutes mes parts. Le conseil a accepté de les acheter à la valeur marchande pour éviter un long combat. Après impôts, ça représente environ 500 millions d'euros. Julien s'était lourdement assis. 500 millions? Je sais que c'est obscène. Personne n'a besoin de cet argent. Une autre pause. Mais j'ai une idée de ce que nous allons en faire. La fondation. Plus que ça, je veux construire un centre de formation, un vrai, avec des salles de classe et des ateliers et tous les outils dont un jeune mécanicien pourrait rêver. Je veux offrir des bourses aux enfants issus de foyers brisés. Des enfants dont les parents n'auraient pas les moyens de les envoyer à l'école. Des enfants comme l'était mon père. Des enfants comme vous l'étiez. Ma voix s'était adoucie, puis renforcée. Julien, je veux le construire ici, dans votre atelier. Je veux que les classiques de Pierre Dubois soient l'emplacement phare, l'endroit où tout commence. La gorge de Julien s'était serrée. Il ne pouvait pas parler. Julien, vous êtes là? Je suis là. Je ne sais juste pas quoi dire. Dites oui. Dites que vous serez mon partenaire. Dites que nous allons construire quelque chose ensemble qui compte. Quelque chose dont nos pères seraient fiers. Julien avait regardé autour de l'atelier les établis que son père avait construits, les outils qui étaient dans la famille depuis des générations, la photographie au mur de Pierre Dubois tenant un bébé Marie. Tous deux souriants. Oui, oui, oui à tout. Le partenariat, la fondation, tout ce qui s'ensuit. Il avait pris une inspiration chancelante. Mais Sophie, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Quoi? Je ne fais pas ça pour l'argent.
Je me fiche de 500 millions d'euros. Je me soucie de ce que nous pouvons construire, de ce que nous pouvons donner aux gens qui en ont besoin. Si cela change, si cela devient un jour une question de richesse au lieu de but, je me retire. Je sais, c'est pourquoi je vous veux comme partenaire. Parce que vous êtes les seules personnes que j'ai jamais rencontrées qui diraient non à un demi-milliard d'euros. Je ne dis pas non, je dis oui à quelque chose de plus important. Je sais, et c'est exactement pourquoi ça va marcher. Ce soir-là, Julien avait annoncé la nouvelle à Marie. Nous allons construire une sorte d'école, un centre de formation où les gens pourront apprendre à être mécaniciens, comme grand-père t'a appris. Les yeux de Marie s'étaient écarquillés. Et Sophie aide? Elle paie la majeure partie, mais sommes... Pas partie, mais nous sommes partenaires. Partenaires égaux. Marie était restée silencieuse un instant, assimilant l'information. Puis elle avait levé les yeux vers son père avec ses yeux sérieux qui lui rappelaient toujours Pierre. « Papa, vous êtes de Sam, vous êtes heureux? » La question l'avait prise au dépourvu. « Qu'est-ce que tu veux dire? Vous étiez tellement inquiet tout le temps, à regarder les factures, l'air effrayé. Mais maintenant, vous souriez plus, vous riez plus. Vous êtes différent. » Julien s'était agenouillé à sa hauteur. « Oui, mon cœur, je suis heureux. À cause de Sophie, à cause de beaucoup de choses, parce que l'atelier va bien, parce que j'ai trouvé quelque chose en quoi je crois, parce que je t'ai. » Il lui avait touché la joue. « Et oui, à cause de Sophie aussi. »« Papa. »« Oui? Sophie va être ma nouvelle maman? » La question avait plané dans l'air. Julien avait soigneusement évité d'y penser à ce qu'il était en train de devenir avec Sophie, à ce qu'il pourrait devenir à l'avenir. « Je ne sais pas, mon cœur. Nous sommes amis, de très bons amis. Peut-être qu'un jour nous serons plus, mais je ne veux pas que tu t'inquiètes pour ça. » Je ne suis pas inquiète. Marie avait souri. Je l'aime bien. Elle est gentille et elle vous rend heureux. Elle me rend heureuse. Alors, c'est tout ce qui compte. Marie l'avait serré fort. Grand-père disait toujours que le plus important était de trouver des gens qui vous rendaient meilleurs. Sophie vous rend meilleur, papa. Je le vois. Julien avait serré sa fille contre lui, émerveillé par sa sagesse. Quand étais-tu devenue si intelligente? Plus tard cette nuit-là, après que Marie se soit endormie, Julien était resté assis dans le bureau de son père, au même bureau où il avait compté 800 euros, et s'était demandé comment il allait survivre un mois de plus. Maintenant, tout était différent. Son téléphone avait vibré. Un SMS de Sophie. « Je ne dors pas. Trop excité par l'avenir. Trop peur de tout gâcher. » Il avait tapé en retour. « Vous ne gâcherez rien. Nous ne nous laisserons pas faire mutuellement. Promis. » Promis. Une longue pause, puis « Julien, je dois vous dire quelque chose. » « Quoi? » « Je n'ai jamais eu de vrai partenaire avant, en affaires ou en quoi que ce soit d'autre. J'ai toujours tout fait seul, tout contrôlé moi-même, fait confiance à personne. Je sais. C'est terrifiant pour moi. Laisser quelqu'un entrer, dépendre de quelqu'un, croire qu'il ne disparaîtra pas quand les choses deviendront difficiles. » Julien avait pensé à ses propres péchés, à ses propres murs, aux années de lutte solitaire après le départ de Rachel. La terreur constante d'échouer envers Marie. Il avait tapé « C'est terrifiant pour moi aussi, mais je préfère être terrifié avec vous qu'en sécurité seul. » Une autre longue pause. C'est peut-être la chose la plus romantique que l'on m'ait jamais dite. C'est juste la vérité. Je sais, c'est ce qui la rend romantique. Julien avait souri à son téléphone dans l'obscurité du bureau de son père. Bonne nuit, Sophie. Bonne nuit, Julien. À demain. À demain. Il avait posé le téléphone et avait regardé la photographie de son père au mur. Pierre Dubois, souriant, tenant une clé à molette, devant l'atelier qu'il avait bâti à partir de rien. « Je pense que vous l'aimeriez bien, papa, » avait murmuré Julien. « Je pense que vous comprendriez. » Et quelque part, d'une manière ou d'une autre,
Il avait eu l'impression que son père lui souriait en retour. La célébration du mariage, si je me souviens bien, fut une petite affaire. Le genre de cérémonie où seuls les proches et quelques amis étaient présents, dans le jardin derrière ce qui était déjà la future académie. Julien portait la montre de son père, un héritage symbolique. J'avais opté pour une robe blanche toute simple, celle que ma mère avait portée il y a 40 ans, conservée avec soin, puis ajustée. Marie, notre Marie, était la demoiselle d'honneur, la porteuse d'alliance et, à sa manière adorable, la maîtresse de cérémonie. Elle prenait ses responsabilités très au sérieux, avec la gravité d'une petite fille qui savait l'importance des moments. Au moment de l'échange des vœux, elle avait murmuré assez fort pour que tout le monde entende. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Enfin, ce rire qui avait suivi, c'était le son pur et éclatant de la joie. La réception s'est déroulée dans le même esprit d'intimité, sans faste ni prétention. Lucas, l'ami de Julien, celui qui avait risqué son poste pour nous, a fait un discours qui m'a arraché des larmes de rire et d'émotion. Il nous a rappelé cette fameuse nuit où il avait cru Julien fou, risquant tout sur une voiture que 50 experts n'avaient pu réparer. « J'avais tort », avait-il dit, en levant son verre. Julien n'a pas seulement réparé une voiture cette nuit-là. Il a réparé 2 personnes brisées qui avaient renoncé à être heureuses. Et puis il a construit quelque chose qui change des vies chaque jour. Il nous avait regardés, Julien et moi, au preneur de risque le plus fou que j'ai jamais connu, et à la femme qui a eu l'intelligence de lui dire de se taire. Julien avait protesté. « Elle ne m'a pas dit de me taire. C'est moi qui lui ai dit de se taire. » Mais Lucas avait juste souri, agitant la main. Des détails. L'important, c'est que vous avez tous les deux trouvé exactement ce dont vous aviez besoin et que nous en profitons tous. C'était ça, la vérité. Pas un conte de fées, juste un homme et une femme qui se sont rencontrés au milieu du chaos et ont décidé, malgré tout, d'essayer de construire quelque chose. Une sorte de folie peut-être, mais la nôtre. 5 ans après le mariage, l'Académie technique du Bois-la-Roche avait 3 sites, l'original dans leur ville, plus des succursales à Lyon et à Marseille. Ils avaient formé plus de 400 mécaniciens, avec un taux d'emploi de 92% dans les 3 mois suivant l'obtention du diplôme et un salaire de départ moyen 2 fois supérieur à la norme de l'industrie. Mais ce n'étaient pas les chiffres qui importaient le plus. Ce qui importait, c'était Clara Rousseau, la mère célibataire de Belleville, qui dirigeait maintenant son propre atelier, employant 6 personnes et encadrant la prochaine génération de jeunes mères qui pensaient n'avoir aucune option. Ce qui importait, c'était Antoine Bernard, l'ancien enfant placé de Marseille, devenu instructeur principal sur le campus de Marseille, enseignant le diagnostic à des étudiants qui lui rappelaient sa propre histoire. Ce qui importait, c'était le jeune de 17 ans de Lyon qui avait réparé sa première Ferrari le mois dernier et avait pleuré lorsque le propriétaire lui avait serré la main. Ce qui importait, c'était l'impact, les vies changées, les rêves rendus possibles. Pour le 5e anniversaire, Julien a prononcé un autre discours. Cette fois, il n'était pas nerveux. Il y a 5 ans, je me tenais à cet endroit et je vous parlais de l'établi de mon père, du rêve qui a tout déclenché. Aujourd'hui, je veux vous parler de ce que ce rêve est devenu. Il a regardé la foule, les étudiants passés et présents, les membres du personnel, la famille et les amis. Marie, maintenant âgée de 13 ans, était assise entre moi et Madame Leclerc, qui était devenue une grand-mère non officielle pour tous les membres de l'Académie. Nous avons formé 412 mécaniciens. Nous avons ouvert 3 campus. Nous nous sommes associés à tous les grands fabricants du monde. À tous égards, nous sommes un succès. Il a fait une pause, fils. Mais ce n'est pas pourquoi nous sommes ici. Nous ne sommes pas ici pour célébrer des chiffres. Nous sommes ici pour célébrer des personnes. Pour célébrer ce qui se passe quand quelqu'un à qui on a dit qu'il ne pouvait pas réalise soudainement qu'il peut. Quand quelqu'un qui a été invisible est enfin vu.
La voix de Julien est devenue plus forte. Mon père disait qu'un bon mécanicien ne répare pas seulement des voitures. Un bon mécanicien répare des problèmes, résout des énigmes, fait fonctionner des choses que d'autres ont abandonnées. Il a souri. C'est ce que fait cette académie. Nous n'enseignons pas seulement aux gens comment réparer des moteurs. Nous leur enseignons comment se réparer eux-mêmes, comment croire en eux-mêmes, comment continuer quand tout le monde dit d'abandonner. Il m'a regardé et j'étais ému aux larmes, ma main sur le cœur. Il y a 5 ans, une milliardaire est entrée dans mon atelier et m'a crié dessus. Elle m'a dit que j'étais incompétent. Elle m'a dit que j'étais trop jeune, trop inexpérimenté. Et je lui ai dit de se taire. Des rires ont fusé de la foule. Ce moment a changé nos deux vies. Non pas parce que j'ai réparé sa voiture, mais parce que nous nous sommes réparés mutuellement. Nous nous sommes rappelés l'un l'autre ce que cela signifiait de se battre pour quelque chose qui comptait. De tout risquer sur une conviction. De refuser d'abandonner même quand abandonner était le choix le plus intelligent. Il s'est retiré du podium. C'est ce que représente cette académie. 2 personnes brisées qui se sont trouvées. 2 familles qui ont fusionné en une seule. 2 héritages qui se sont combinés en quelque chose de plus grand qu'aucun d'eux n'aurait pu être seul. Sa voix s'est abaissée presque à un murmure, mais tout le monde l'a entendu. Quand 50 mécaniciens ont dit « impossible », un a dit « essayons ». Quand tout le monde a dit « abandonner », 2 personnes ont dit « non ». Et quand le monde a dit qu'ils n'allaient pas ensemble, ils ont construit quelque chose qui a prouvé que le monde avait tort. Il a levé son verre. À chaque étudiant qui a franchi ses portes en croyant qu'il n'était pas assez, vous êtes assez. Vous avez toujours été assez. Et maintenant, vous avez les compétences pour le prouver. Les applaudissements ont été assourdissants. Après la cérémonie, après les toasts et les larmes et les célébrations, Julien s'est retrouvé seul dans l'atelier d'origine. Celui qui avait été l'atelier de son père. Celui où tout avait commencé. La Maserati 4 portes couleur nacre, un mémorial à un début improbable, était à sa place d'honneur, entouré de cordons de velours et d'une petite plaque indiquant « Là où tout a commencé ». Quand 50 ont dit « impossible », un a dit « essayons ». Julien a passé sa main sur l'aile de la voiture, toujours aussi belle après toutes ces années, toujours parfaite. Je suis apparu à ses côtés, comme toujours, me souvenant toujours. Des regrets? Julien a réfléchi à la question, à la peur et au doute, et aux nuits blanches, au moment où il avait tout misé sur un problème qu'il n'était pas sûr de pouvoir résoudre, à l'instant où il avait dit à une milliardaire de se taire, attendant de voir si cela le détruirait. Pas un seul. Je me suis penché sur son épaule. Moi non plus. Nous sommes restés là, ensemble, dans le silence de l'atelier, entourés des échos de tout ce que nous avions construit. 2 personnes qui s'étaient trouvées exactement au bon moment. 2 rêveurs qui avaient refusé d'abandonner. Dehors, le monde continuait de tourner. Des étudiants riaient dans les couloirs. Des moteurs rugissaient dans les baies d'atelier. La prochaine génération de mécaniciens apprenait les leçons que Pierre Dubois avait enseignées à son fils, que Michel Laroche avait enseignées à sa fille, et qui se transmettraient désormais pour toujours. L'héritage était sûr, le rêve était vivant. Et parfois, c'était tout ce qui comptait. Car 50 mécaniciens avaient abandonné une milliardaire insupportable, mais un débutant lui avait fait face et avait tout changé. Non pas en étant plus intelligent ou plus expérimenté ou plus talentueux, mais en étant assez courageux pour essayer, assez honnête pour se soucier et assez têtu pour ne jamais abandonner. C'était la vraie leçon. C'était le véritable héritage, et il durerait pour toujours. Et aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. D'autres fois, une petite voix me murmure que j'ai commis une erreur monumentale, une sorte de folie douce. Probablement un peu des deux, à vrai dire. C'est ça la vie? Non, rien n'est jamais vraiment limpide, parfaitement défini. Les contours sont flous, les émotions complexes. Et c'est justement ça qui rend le voyage si intense.
C'est imparfait, c'est désordonné, mais c'est profondément le mien et le nôtre.